Alors sans plus attendre, je vais introduire le premier orateur, qui est Monsieur Leridan. Nous l'avons rencontré avec Monsieur Malengro il y a un petit peu plus d'un mois et nous avons été tous les deux impressionnés par sa maîtrise du sujet des voitures autonomes. Monsieur Leridan est directeur de cabinet adjoint du ministre Belot. Il est, comme moi et comme plusieurs d'entre nous, originaire de Hainaut, à part que lui, il vit toujours. Et il a fait ses études dans notre université, c'est-à-dire à la FUCAM à Mons, à la fois en sciences politiques et aussi en sciences de gestion. Alors, je lui ai demandé son CV complet et j'ai pu me rendre compte qu'il est champion de volleyball, ce qui est tout de même une très très grande qualité, et qu'il est aussi un maître de l'impro. Et on va le voir à l'œuvre pour l'instant. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction. Je dois tout d'abord excuser le ministre François Belot qui est à Ljubljana pour discuter des investissements européens en matière d'infrastructure. Et évidemment, c'est assez connecté avec le sujet d'aujourd'hui parce que qui parle de voitures autonomes parle évidemment de tout ce qui l'entoure, de son environnement. C'est un challenge pour moi de parler en 20 minutes à la fois de la vision de la mobilité du ministre et du sujet plus précis des voitures autonomes, mais l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que c'est important de lier les deux aspects. Alors je serai très bref sur la première partie parce que vous certainement vivez au jour le jour une certaine forme de mobilité et on pourra partager ensemble les constats, défis et projets. Ensuite, après avoir expliqué en 2 mots la vision à long terme et le plan d'action pour y arriver, je ferai le focus sur la voiture autonome et les défis qu'elle représente, notamment d'un point de vue politique. Et voilà, je conclurai peut-être avec quelques pistes sur le débat de ce jour. Alors, pour être très bref, le constat en matière de mobilité, il est assez facile de le résumer en une phrase. Nous souffrons en Belgique d'énormément de congestion routière. Cette congestion a un coût économique, a des impacts environnementaux et sanitaires. Encore plus de 600 tués sur nos routes par an en Belgique sont à dénombrer. Donc évidemment, il faut toujours mettre en perspective quand on a un accident qui arrive avec une voiture autonome quelque part aux États-Unis, avec le tribut de plus d'1 million de tués par an. Alors, les perspectives ne sont pas très très bonnes. Le bureau du plan nous dit que d'ici 2030, on risque de réduire encore de 24% la vitesse moyenne en heure de pointe et de 10% la vitesse moyenne en heure creuse. Donc la situation est pour le moment assez catastrophique. Et c'est pour ces 3 aspects, le potentiel en matière de mobilité, le potentiel en matière de conduite plus écologique et le potentiel en matière de sécurité routière, que nous croyons que la voiture autonome peut jouer un rôle. Alors, les objectifs de la politique de mobilité du ministre, c'est des objectifs ancrés dans le réel, c'est-à-dire comment diminuer la congestion routière. Pour y parvenir, travaillons sur un modal shift, du transfert de la route, ou plutôt de la voiture individuelle, à d'autres modes de transport. Et pour parvenir au modal shift, il y a à la fois la maîtrise de la demande et de l'offre, mais il y a aussi un mental shift à effectuer. Et ce mental shift n'est pas si anodin parce que c'est clairement un des plus grands défis de la voiture autonome et de son acceptation sociale par ses futurs usagers. Alors les principes, les grands principes, sans rentrer dans le détail, sont un petit peu basés sur deux mots faciles à comprendre. On a l'intermodalité des déplacements et la multimodalité qui sont 2 axes sur lesquels on travaille. Il est clair que ça nécessite de la concertation. La mobilité en Belgique est une matière très éclatée. Il y a 4 ministres de la mobilité, 1 au niveau fédéral, 3 au niveau régional. Il y a 4 ministres de l'environnement. Donc, évidemment, quand on parle de ces questions-là, il faut de la coordination. Et le ministre Belot, lui, est plutôt concentré sur les aspects ferroviaires. Mais on ne peut pas imaginer une politique ferroviaire sans First Mile, sans Last Mile pour vous amener sur le lieu de travail ou de loisirs.
Alors, la vision à long terme, elle est assez simple, résumée en une phrase, c'est qu'il nous faut une vision en Belgique à long terme, à 30 ans, durable, intermodale, multimodale, numérique, qui tient compte des systèmes de transport intelligents, collaborative, qui intègre les nouveaux acteurs de mobilité, en partant du ferroviaire comme axe structurant, parce que c'est une infrastructure qui est difficile à déplacer, qui est robuste, et on imagine un fleuve qu'on doit irriguer avec d'autres déplacements, en tout cas pour des distances plus ou moins longues. Alors, au sein du comité exécutif des ministres de la mobilité, les 4 se parlent, mais actuellement, on n'a pas de vision interfédérale de la mobilité. C'est assez évidemment compliqué dans un sens parce que qui dit véhicule autonome dit évidemment aussi une organisation en matière d'infrastructure. Est-ce que les technologies utilisées dans l'infrastructure flamande seront les mêmes que celles dans l'infrastructure bruxelloise, dans celle de Wallonie ? Évidemment, ces questions-là sont un peu très précises, alors que finalement, on en discute aujourd'hui à Ljubljana au niveau européen. Alors, la vision du futur, elle n'est pas que discutée en Belgique, bien évidemment. Je reprends ici un slide de Lucas Neckermann, qui travaille beaucoup sur la mobilité à Londres. Et en fait, c'est un slide qui résume assez bien la situation actuellement. En 2017, la plupart des gens possèdent leur véhicule et le conduisent eux-mêmes. Dans les années qui viennent, en ville, on va plutôt dire, ben voilà, le véhicule continue d'être conduit par un être humain, mais je souhaite le partager, car sharing, ou plutôt l'emprunter, un peu comme un Uber, Lyft, ou en tout cas les formes de taxi qui existent. En 2020, la question est de se dire, est-ce que je posséderai encore un véhicule, mais est-ce que je vais encore continuer à le conduire moi-même? Et ça, c'est toute la question de l'autonomisation. Et en fait, là où ça a le plus de sens, c'est vers un 2025, point d'interrogation. Peut-être que ce sera 2030, peut-être que ce sera 2050, ou peut-être que ce ne sera jamais le cas, mais on ira certainement vers un véhicule autonome et partagé. Et ces deux aspects de la mobilité sont évidemment intimement liés l'un à l'autre. La mobilité du futur qui soutient évidemment ce concept, c'est finalement le mobility as a service où on ne possède plus son véhicule mais on paie pour son utilisation et on peut imaginer bien sûr des forfaits comme des forfaits de téléphonie mobile qui vous donneront X kilomètres de train, X kilomètres de véhicules autonomes, X kilomètres de vélos partagés. Alors, le plan d'action à court terme, bah, évidemment, pour réussir le mental shift, il faut quand même qu'il y ait physiquement de l'offre. Donc, je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des actions au niveau ferroviaire et vous avez certainement entendu parler du milliard qui a été réinvesti pour terminer enfin le RER. Mais enfin bon, le RER, ce n'est pas tout. C'est évidemment un autre défi maintenant d'intégrer les nouveaux acteurs privés de la mobilité et nos opérateurs publics, SNCB, Stip, de Lane, Tech, sont évidemment confrontés à ces nouveaux acteurs et il doit se reconfigurer des partenariats, ce qui n'est pas sans poser des problèmes d'ordre un peu institutionnel. Alors, il y a aussi des nouvelles formes de travail, mais je ne rentre pas et je n'apprends rien en disant qu'évidemment, on travaille de moins en moins et on travaillera de moins en moins au bureau. Et donc, évidemment, ça implique aussi de nouvelles formes de non-mobilité, ce qui est finalement à intégrer malgré tout dans une chaîne où on va de A à B, mais peut-être que le B n'est plus le bureau à Bruxelles en heure de pointe, mais le tiers-lieu dans une gare de transit. Alors, parmi les outils de mobilité pour mettre en œuvre ce plan d'action, ici, j'ai indiqué quelques termes et que vous connaissez certainement, comme la politique open data, l'accessibilité des données numériques, le fait que les autorités locales aujourd'hui ont des plans de mobilité qui sont papier, et en même temps on utilise tous Waze pour se rendre de A à B. Et donc il y a en fait un décalage entre des données, par exemple, de type politique. J'ai une rue scolaire que je ne souhaite pas voir empruntée en heure de pointe. Et en fait, les grands producteurs d'applications n'ont pas accès à ces données et donc ne peuvent pas les intégrer. Et actuellement, je pense qu'on a tout à gagner, autorité publique, à jouer le jeu de la numérisation et de la digitalisation des politiques de mobilité. Évidemment, qui dit open data dit à un moment donné big data et d'autres choses. Je ne rentre pas dans le détail, mais on travaille évidemment à des aspects aussi purement fiscaux et sociaux qui accompagnent ces concepts, notamment mobility as a service, comme par exemple le budget mobilité.
Alors, parmi les outils de mobilité, il y en a évidemment à peu près 300 qu'on rassemble sous le vocable système de transport intelligent. Et là-dedans, on retrouve à la fois des panneaux dynamiques, les taxations kilométriques intelligentes, les super radars qui permettent de contrôler plusieurs bandes et plusieurs infractions en même temps, mais surtout de l'information en temps réel aux usagers. Et ces services-là, évidemment, accompagnent la voiture autonome de demain. On parle beaucoup de coopérative ITS, et je vous invite d'ailleurs un jour à discuter de ça avec les ministres régionaux qui travaillent aux infrastructures de demain et au corridor ITS qui utilisent une série de technologies pour voir demain des véhicules autonomes et connectés. Alors, le véhicule autonome en tant que tel, il y a un spectre qui est de non automatisé, qu'on a déjà dépassé, et totalement automatisé. Évidemment, entre les deux, la littérature, finalement, nous permet de distinguer 6 niveaux. 6 niveaux, d'ailleurs, qui sont mieux résumés ici. On est actuellement au niveau 1, c'est-à-dire qu'on a bien des assistants à la conduite pour freiner, accélérer, tourner à droite ou à gauche, mais on n'a pas encore beaucoup d'outils qui scrutent l'environnement. Et je pense qu'à partir du moment où le véhicule est en interaction avec son environnement, on peut vraiment commencer à parler de véhicules automatisés. C'est évidemment en test actuellement. Et puis, on parlera de véhicules totalement automatisés quand un véhicule pourra effectuer toutes les tâches de conduite en toutes circonstances sans que le conducteur ne doive jamais reprendre le volant. Ce tableau est intéressant aussi pour les juristes et futurs avocats parce que je pense que les responsabilités, finalement, en cas d'accident, elles seront un peu déterminées par le niveau d'autonomisation du véhicule. Dans le cas d'Uber, le passager conducteur pouvait reprendre les commandes. Il était en devoir de le faire. Dans un véhicule de niveau 5, il ne sera pas en devoir de le faire. Et donc, évidemment, on peut attaquer plus facilement un constructeur ou un passager conducteur dans certaines des situations. Alors, la politique belge, elle est résumée en un slide, c'est-à-dire qu'on souhaite actuellement être un laboratoire européen de test, parce qu'on est tous les pays finalement à cette phase-là, le test, on n'est pas encore à la commercialisation. Alors pour réaliser ces tests, on a modifié le code de la route, on a tout simplement prévu une dérogation générale à tous les articles du code de la route, qui implique la dérogation à l'article 8, qui dit « nous sommes obligés d'avoir un conducteur en capacité d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent ». Eh bien, ce conducteur, on pourrait imaginer de ne plus le voir au sein d'un véhicule pour un test sur la voie publique. Alors, pour accompagner ces tests, on a rédigé un code of practice qui a été co-rédigé avec les régions et validé au Conseil des ministres. Et en fait, on a directement, nous, donner la responsabilité en cas d'accident à l'organisateur de test. Et cet organisateur de test, non seulement doit réaliser une analyse de risque, mais doit prendre une assurance spécifique pour couvrir tous les risques potentiels qu'un test sur la voie publique peut finalement recouvrir. Alors, il reste évidemment beaucoup de travail pour passer du test à la voiture autonome commercialisée. Notamment, il faut moderniser, d'une part, la Convention de Vienne, qui est le code de la route mondiale, et puis évidemment, il faut sécuriser les systèmes embarqués, perfectionner la technologie, sanctionner les formes de piratage, encore un petit peu travailler sur la protection des données privées, que c'est toutes les datas qui vont être générées par ces véhicules. Et donc finalement, quand on regarde un peu une ligne du temps, on est certainement en 2018 au niveau 1, on commence à tester les niveaux 2, 3, 4, 5, mais pour avoir une véritable autonomisation, on pense très clairement à 2030. Et encore, on pense plutôt à un phénomène sur autoroute et dans les villes. Et il n'y a pas encore beaucoup d'études sur l'aspect rural et le fait que les véhicules autonomes puissent rouler sur des routes qui sont peu adaptées parce que les infrastructures, évidemment, ne sont pas elles-mêmes modernisées. Alors simplement, un petit peu de popote, c'est que la Belgique a beau y réfléchir, c'est essentiellement au niveau européen qu'on en discute, parce qu'à un moment donné, il faut que ces véhicules puissent traverser les frontières, ça paraît assez évident, et pas que la Belgique, comme vous le signaliez en introduction, tout le monde en parle au niveau mondial. Et donc au niveau des Nations Unies, il y a vraiment 2 groupes de travail, des working parties qui sont en train de travailler. Il y a le WP1 qui travaille sur le code de la route mondiale, et puis il y a surtout,
et c'est un frein encore actuellement, un groupe qui travaille sur les aspects techniques. Et il faut savoir qu'il y a des groupes qui travaillent encore sur les fonctions du volant, comment faire en sorte qu'on puisse reprendre les commandes d'un véhicule automatisé, et puis il y en a un autre qui travaille sur un véhicule qui n'a pas de volant. Et ces travaux qui sont en parallèle, finalement, retardent l'adoption finalement de normes de produits qui nous diraient, voilà, un véhicule autonome pour être commercialisé et homologué, il doit répondre à telle et telle spécificité technique. On n'en est pas encore là, mais sachez que c'est en cours de travail. Alors, je conclus, j'espère que je suis bien dans le timing, je conclus sur les nombreux défis et les questions à résoudre. Alors, au niveau mondial, très clairement, on est sur 3 types de défis. Les défis qui ont trait aux véhicules eux-mêmes. Aujourd'hui, on dit souvent dans les colloques et réunions auxquels je participe que les véhicules sont prêts à 95%, mais que les 5 derniers pourcents qui permettront de faire confiance à la machine aussi en tant qu'homme politique, de dire je prends la responsabilité de mettre ces véhicules, d'autoriser ces véhicules sur la route, ces 5 derniers pourcents sont extrêmement difficiles à atteindre. Alors, il y a évidemment des défis en termes de système et de services. Évidemment, il faut tenir compte du facteur humain, du fait qu'on va faire cohabiter des véhicules peut-être guidés par une intelligence artificielle avec des piétons et des cyclistes qui ont une intelligence tout à fait concrète. Et donc, il faut gérer un peu ce facteur humain, la connectivité, l'utilisation des datas. Et alors, le plus grand défi, et ce n'est pas pour rien que le cercle est le plus grand, c'est quand même l'acceptation du public. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui refusent de rentrer dans un train parce qu'ils estiment que c'est pas confortable, ça va pas assez vite, il est tout le temps en retard. Et il faut vous imaginer que la démarche, elle est encore un petit peu plus grande quand il faut rentrer dans un taxi robot qui vient vous chercher devant votre domicile. Il faut évidemment aussi penser que ça se fera certainement à l'échelle d'une génération. Voilà. Alors, pour les défis belges, il y a un défi supplémentaire, c'est la coordination avec les autorités, entre autorités publiques et entre opérateurs publics. Évidemment, la voiture connectée, pour nous, d'un point de vue de vision de la mobilité, ça n'a de sens que connectée dans un environnement entre différents modes de transport. Alors, il faut réussir la concertation avec le secteur privé. Quand on voit Google faire des véhicules autonomes ou Amazon être le roi du cloud et du big data, évidemment, il faut pouvoir discuter avec ces grands groupes internationaux et aussi avoir la confiance de confier certaines données de type stratégique à ce type d'entreprise privée. Et puis, comme je le disais, il faut aussi convaincre les citoyens des potentielles innovations. Alors, il y a un autre aspect politique, et je conclurai là-dessus, c'est vraiment les questions de responsabilité. Vous les traiterez et vous y répondrez beaucoup mieux que moi. Mais il y a quand même l'aspect social du fait que 47% environ des métiers actuels risquent de disparaître d'ici 30 à 40 ans, notamment du fait de l'intelligence artificielle. Et donc, que ferons-nous des chauffeurs, On voit que l'arrivée d'Uber face au taxi, c'est pas si simple que ça. Que ferons-nous des assureurs et des carrossiers qui n'auront plus d'accidents à gérer? Que ferons-nous de la manne financière, finalement, des infractions routières qui n'auront plus lieu d'être? Il y a évidemment toutes ces questions-là, et je dirais simplement pour conclure que cette course au progrès technologique ne doit pas se faire sans un bon projet de société, et c'est ce à quoi nous travaillons au jour le jour. Voilà, merci. Alors maintenant, nous allons passer aux aspects plus techniques, avec des esprits très brillants et très inspirants. Tout d'abord, Monsieur Benoît Mac, qui est prorecteur et qui est un des figures de proue de la faculté d'ingénieurs de notre faculté, et surtout dans tout ce qui est domaine des télécoms. Donc c'est un homme qui est très branché. Il a aussi travaillé dans toute une série de laboratoires de recherche. Il s'occupe aussi, et c'est un lien entre notre faculté, des CPME, donc de tout ce qui concerne les séminaires, les mémoires interdisciplinaires entre les différentes facultés. Je ne peux faire qu'une chose de mieux, c'est de lui céder
immédiatement la parole. Par contre, effectivement, on continue beaucoup à s'intéresser encore à la création d'entreprises et à l'innovation technologique. Et déjà, je peux vous signaler, l'année prochaine, on a un garage de l'innovation à l'École Polytechnique de Louvain qui s'appelle l'Open Up, où on invite des gens, des citoyens lambda, des entreprises et des étudiants. Et l'année prochaine, bien, on aura dans nos classes d'innovation, tous les lundis soirs de 6 à 9, un groupe d'étudiants majoritairement ingénieurs, mais on aimerait bien inviter des juristes aussi, qui vont réfléchir sur la mobilité intelligente à Louvain-la-Neuve. Donc c'est un beau cas d'école, puisqu'on a des grosses zones piétonnes, on a le parc scientifique, on a une série de partenaires aussi en région wallonne. On a un grand centre d'AW Europe qui travaille sur la mobilité, j'y reviendrai. Et donc s'il y a quelques étudiants juristes qui veulent aller dans le programme des cours, ça s'appelle classe d'innovation, on travaille le lundi soir de 6 à 9, on est connecté au niveau international et on peut admettre quelques étudiants dans notre cours autour de ça. Et parfois de ce cours sortent des nouvelles startups, ça peut exister. Alors le titre, je vais aussi parler de connexion, et c'est vraiment le point de départ, c'est la connexion, c'est la voiture qui se connecte aux data, qui se connecte à l'humain. Et je ne vais pas parler d'intelligence artificielle parce que je veux rendre l'intelligence artificielle plus sympathique. Je vais parler d'intelligence augmentée, l'humain d'humain. Le transhumain, c'est un humain augmenté avec son iPhone, avec des organes qui vont lui permettre d'être plus intelligent et d'être plus mobile. Et donc cette intelligence augmentée, elle vient du réseau. Alors quelques points que je voudrais aborder. Vous verrez que l'excellent exposé de M. Loridan trouvera des échos dans mon exposé, parce qu'il y a plusieurs points que vous avez abordés sur lesquels je vais pouvoir me raccrocher. Des voitures connectées sensibles à leur environnement. Vous avez parlé du continuum entre assistance, une voiture qui détecte un obstacle et qui s'arrête automatiquement, et full autonomie, autonomie complète. Je vais faire ensuite un petit excursus qui parle de l'évolution du réseau Internet. Internet, aujourd'hui, c'est un réseau social, c'est beaucoup de données. Internet de demain, c'est une prise dans laquelle vous venez vous connecter et vous avez une intelligence augmentée, de la traduction automatique, de la conduite de votre voiture. Enfin, il y aura toute une panoplie de services qui vont vous dégager de fonctions de base et qui vous permettront de lire votre journal dans votre voiture tout en avançant vers votre travail. Alors, ça vient de où? Ça vient du réseau, évidemment, et d'une technologie qui excite énormément les ingénieurs aujourd'hui, c'est le deep learning. Le deep learning, qui est quelque chose que certains d'entre vous ont entendu parler. C'est la conjonction de la grosse masse de données, d'algorithmes d'apprentissage. Les algorithmes, la masse de données, la puissance calcul permet de mettre en point des technologies. Le mot-clé aujourd'hui, c'est ça, c'est deep learning, qui permettent de faire des tas de choses, et j'y passerai rapidement. Je parlerai de fusion-fission pour les ordinateurs anthropomorphiques, l'apprentissage par renforcement et les conclusions sur la mobilité de demain. Voilà. Alors, la voiture d'hier, c'est la coccinelle, 71 ici, vous voyez le tableau de bord. Tableau de bord de la 8, vous avez plein de boutons de connexion, et ça va même au-delà, puisqu'on a parlé de Waze. Waze, c'est l'application, vous avez tous Waze. Qui n'a pas Waze sur son iPhone ou sur son... Vous n'avez pas Waze. Donc, voilà. Waze, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui vous donne un chemin, le meilleur chemin vers un point à un autre, mais qui fait participer chacun des conducteurs. Donc, chacun des conducteurs, quand il voit un obstacle, doit encoder un obstacle. Il y a peut-être un beau problème pour les juristes, c'est que quand on voit un policier qui mesure la vitesse le long de la route pour verbaliser, eh bien l'application commune Waze prend note du policier, et tous les gens qui font partie de la communauté Waze, quand ils passent le long du policier, sont informés qu'il y a un policier. Donc on reçoit un petit bip, voilà. Alors moi, mon Waze, il est connecté à mon iPhone, et donc quand je parle à Siri, je dis « Bonjour Siri », voilà. Je dois aller à Charleroi tout à l'heure et hop, j'ai un dialogue avec lui. Je ne vais pas activer le speech, j'ai coupé le son, mais il me mène Waze et même Waze m'envoie un petit message en disant « Benoît, il est temps de te préparer, tu vas partir, etc. » Donc ça, c'est aujourd'hui. Donc c'est les données. Ces données, elles viennent de l'open data peut-être, elles viennent aussi du crowd, de la communauté des participants à Waze qui échangent de l'information sur le trafic. Donc tout le monde est hyper contrôlé là-dedans. On sait à quelle vitesse vous roulez, on sait que vous avez dénoncé la présence d'un policier le long de la route. Et cette application, elle est dans les voitures aujourd'hui. Donc la voiture connectée, elle est là et elle est connectée à la foule des gens qui circulent. Toutes les voitures discutent ensemble pour trouver le meilleur chemin.
Alors, la voiture, elle est aussi connectée aux obstacles. Hein. C'est une voiture qui interagit avec son environnement. Et là, moi, en tant qu'ingénieur, je trouve que les juristes pourraient même arriver à la conclusion qu'une voiture non autonome ou une voiture non connectée est beaucoup plus dangereuse qu'une voiture non connectée. Hein. C'est une voiture qui est consciente de son environnement et qui détecte un piéton et qui s'arrête brutalement parce qu'elle détecte un piéton. C'est peut-être de la responsabilité des juristes d'imposer que si cette technologie est là et peut sauver des vies, ben, elle soit imposée. Dans le cas de l'Arizona, clairement, les responsables, c'est celui qui a conçu une route pour des vélos. Hein. Donc c'est la municipalité qui a amené une route avec des vélos qui est là, et le cycliste qui n'avait pas son phare. N'importe quelle autre voiture aurait tué le cycliste, même avec un pilote. Et donc moi, je suis, en tant que technophile, je vais plutôt dans le sens inverse. Je dis, c'est peut-être de la folie de ne pas aller vers des voitures autonomes qui vont diminuer le nombre de tués sur la route parce qu'elles sont connectées à l'environnement, parce que toutes les voitures discutent ensemble et sont beaucoup plus conscientes de leur environnement. Mais je suis technophile, je reconnais, et donc je vais peut-être trop loin. Voilà. Alors, de l'assistance à l'autonomie, je vais sauter là-dessus, mais on n'est pas tout de suite à la voiture autonome. Donc, la voiture qui détecte, ben ça, certains d'entre vous ont ce type de voiture, hein, qui détecte l'obstacle devant, qui se cale sur la vitesse devant, qui fait un certain nombre de choses. Cette voiture, elle perd déjà en autonomie. On cède à la voiture à beaucoup de choses. Hein. Les gens d'AW Europe avec qui on travaille travaillent sur des boîtes de vitesse où, quand on va vers une montée et qu'on sait qu'on va redescendre par après, ben, on ajuste toutes les choses pour minimiser l'impact carbone, l'empreinte carbone du véhicule. Et donc, tout ce véhicule dans lequel on délègue déjà énormément de ce qu'on peut faire sur le véhicule, il existe déjà aujourd'hui. Donc, ça va être un véhicule moins polluant, moins tuant, plus safe. Et l'autonomie, elle va apparaître petit à petit, hein, à travers un continuum, et vous y reviendrez après, je crois, M. Perrin. Alors, l'intelligence augmentée, ben ça c'est le gros tarte à la crème de ce matin, mais on est en train d'avoir une accélération énorme. Hein. Donc, l'invention de l'écriture 5000 ans avant Jésus-Christ, l'imprimerie 1450, l'invention du web 1989, ça c'est génial le web parce que ça veut dire qu'il n'y a plus que avant, il y avait seuls les savants qui écrivaient des livres. Maintenant, tout le monde peut écrire n'importe quoi et échanger n'importe quoi. Ça, c'est le web. Hein. Et la révolution de demain, c'est que toutes ces données vont pouvoir alimenter une intelligence artificielle. On va pouvoir vraiment faire un apprentissage. Un nouveau-né, quand il arrive sur la planète Terre, il a toute une capacité de calcul gigantesque, mais il n'a aucune donnée. Et donc, il accumule petit à petit des données et il apprend. Et il apprend via des réseaux de neurones. Et donc, le deep learning, c'est des réseaux de neurones artificiels où on utilise la grosse masse de données pour apprendre à du machine learning dans le réseau, pour apprendre à des réseaux vierges, à petit acquérir les données et se spécialiser dans un certain nombre de tâches. Et donc, le réseau Internet de demain, c'est une prise où vous pouvez aller demander un certain nombre de choses. En tant qu'avocat, eh bien, toute la jurisprudence, toutes les règles, etc., vous ne devrez plus apprendre des gros bouquins. Hein, une intelligence artificielle vous préparera l'ensemble du dossier et vous serez une interface entre le client, hein, entre la personne qui vient chez vous et l'intelligence artificielle qui vous fournira toutes les connexions vers les lois et vers les documents. Hein, c'est peut-être ce qui est en train d'arriver. Je ne sais pas si vous commencez à utiliser ce genre d'outils dans votre métier. Petit à petit, j'imagine qu'il y a des sites web qui apparaissent et qui font ce genre de choses. Bon, alors je saute très rapidement. Hein, juste un point sur la loi de Moore. Donc, qu'est-ce qui est derrière ça? C'est que tous les 18 mois, la puissance des ordinateurs double et vous avez à peu près la même chose en termes de connectivité. Et donc, aujourd'hui, on est dans un monde hyper connecté. On passe de la norme Internet Protocol version 4 à la norme Internet Protocol version 6. Juste un point sur ça. Internet Protocol version 6, il y a 10 exposants 23 points de connexion à l'Internet possibles par mètre carré de la Terre. 10 exposants 23, c'est absolument gigantesque. Ça veut dire que l'humain augmenté qui a des organes, la voiture, on peut mettre des points de connexion de l'Internet à l'infini, à peu près partout. Hein. Ça, c'est un point qui est intéressant à observer. Autre observation, ben, c'est qu'on a de la connectivité vraiment partout. Alors ça, je viens de le dire, hein, l'Internet de hier ou l'Internet d'aujourd'hui, c'est l'Internet des réseaux sociaux et du commerce. L'Internet de demain, c'est l'Internet de l'intelligence artificielle.
Donc les réseaux sociaux et l'Internet, c'est tout ce que vous connaissez, Facebook, etc. C'est les communautés Waze. Les communautés Waze en font partie, avec des grands noms, hein, Google, Amazon, on y reviendra dans les conclusions. L'Internet de demain, c'est des algorithmes complexes, c'est des données, et c'est donc de l'intelligence disponible dans le réseau. Alors cette intelligence, j'en ai parlé, c'est le deep learning, c'est vraiment des programmes informatiques, des algorithmes qui copient le fonctionnement en termes d'apprentissage d'un cerveau humain. Hein, donc le cerveau humain, c'est vraiment des connexions, des neurones, où des valeurs sur les neurones s'adaptent petit à petit à la situation à apprendre. Alors, ça a vraiment révolutionné notre domaine. Moi, j'étais un traiteur d'images, donc dans mon métier, je travaille un petit peu pour l'automobile, je travaille beaucoup pour la médecine, pour IBA par exemple, on fait du traitement du cancer. Hein. Avant, on faisait des algorithmes très très spécialisés, on regardait les pixels, etc. Aujourd'hui, notre métier est en train de changer complètement parce qu'avec le deep learning, avec ces systèmes d'intelligence artificielle, on donne plein d'exemples résolus par des humains à la machine, et la machine, petit à petit, apprend la tâche que nous, on cherchait à déterminer de façon hyper intelligente. Donc le deep learning nous enlève une partie de notre métier parce que ces systèmes d'apprentissage permettent de faire des tas de tâches qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors comment ça fonctionne en gros? Eh bien, ça décompose un problème. Ici, on demande à reconnaître une voiture. Et vous voyez que pour reconnaître une voiture, le deep learning, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille par couches. C'est pour ça qu'il est deep. Il est profond parce qu'il y a toute une série de couches qui apprennent petit à petit des caractéristiques de ce qu'il faut comprendre dans le signal. Et donc, ce qu'on apprend en fournissant plein de données à ces réseaux profonds, à ces réseaux composés de plein de couches, eh bien, c'est apprendre qu'est-ce qu'il faut regarder à bas niveau, comment il faut regrouper petit à petit ces bas niveaux en niveau plus élevé, et puis après en niveau encore plus élevé, pour pouvoir après prendre une décision, dire je reconnais Alain Strowell ici, et il a l'air attentif à mon... etc. Ben ça, tout ça, je peux le dire avec une intelligence artificielle aujourd'hui, ça pose aucun problème. L'intelligence artificielle est aussi capable de donner ton âge et ton état d'émotion pour le moment. C'est le genre de choses qui sont tout à fait maîtrisées aujourd'hui, hein, et qui sont utilisées dans les voitures pour d'ailleurs observer le conducteur pour voir s'il est attentif ou pas. Donc, on voit ce système en multicouches et qui peut s'adapter à des tas de choses. Alors, les résultats récents, hein, bon, vous avez en 2015, ça date déjà, hein, la voiture autonome de Google. Vous avez aujourd'hui des systèmes de reconnaissance vocale quand vous parlez et qu'il faut retranscrire ce qui est dit en texte. La machine fonctionne aujourd'hui beaucoup mieux qu'un humain. Hein, donc on est mieux capable de reconnaître la parole qu'un humain. On a des énormes progrès en médecine, reconnaître des gens, des états émotionnels, etc., ça pose aucun problème. Donc le deep learning, vous le voyez un peu partout, hein, avec des succès. Chaque jour, on a un breakthrough avec le deep learning. Alors, associé à l'apprentissage, il y a aussi l'idée de l'ordinateur évanescent, l'ordinateur qui disparaît. Hein. Et ça, l'idée, c'est d'avoir un dialogue avec cette intelligence artificielle qui soit un dialogue anthropomorphique. Je suis en train de vous parler, vous voyez mon visage, je fais des gestes, je parle. En fait, j'utilise plusieurs modalités. Quand je dis à l'ordinateur « mets ça là », il doit reconnaître ma parole, qui dit « mets ça là », et il doit reconnaître mon geste, qui montre l'endroit où je dis « mets ça là ». Hein. Ça, c'est de l'interaction bas niveau. Puis il y a de l'interaction un peu plus haut niveau, qui sont les émotions, qui sont les choses comme ça. Et donc, quand je parle à la machine, quand je parle à ma voiture autonome de demain, je vais utiliser plusieurs modalités. Si je suis une personne âgée, j'aime pas les boutons, je vais avoir des modalités qui seront propres à moi. Il y en a qui aiment bien les boutons, d'autres qui préfèrent la parole, d'autres qui préfèrent les gestes, etc. Et donc, on va faire un ordinateur, la machine, la voiture autonome de demain, elle va vous parler, et elle va vous parler comme vous parle un humain. Et donc, elle va fusionner, ça c'est cette idée de fusion, toutes les modalités en entrée qui permettent de comprendre ce que vous voulez, et elle va utiliser un processus de fission pour utiliser des modalités en sortie. Si vous préférez qu'elle vous parle, si vous préférez qu'elle affiche des choses, ou si vous préférez qu'elle se taise et qu'elle vous conduise à bon port, eh bien, elle va utiliser les modalités de sortie dans un processus de fission en utilisant différentes modalités qui lui sont propres. Et donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une voiture compagnon, comme vous avez un compagnon sur Siri. Je ne sais pas si certains d'entre vous parlent à Siri et utilisent Siri pour
pour dialoguer. Hein, mais dans les systèmes d'information de demain, moi je parle à Siri, je lui demande un certain nombre de choses et il les fait correctement. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui apprend à partir de données, mais c'est aussi une intelligence qui apprend par renforcement, par interaction avec son environnement. Et donc, l'apprentissage par renforcement, vous voyez ici 2 robots qui apprennent à jouer aux échecs. Ils apprennent petit à petit, et puis au fur et à mesure qu'ils se plantent dans leur partie, eh bien, ils deviennent de plus en plus intelligents. Vous voyez un autre robot qui est dans la firme Siemens, qui a été mis dans un environnement d'un humain. Il apprend petit à petit à s'adapter à l'humain et à avoir la meilleure interaction possible avec l'humain. Donc l'apprentissage par renforcement fait gagner énormément parce que ça diminue le besoin de nombre de données. Donc c'est quelque chose qui est très présent derrière ça. Alors quels sont les projets qu'on a à l'UCL dans le domaine? Eh bien on a au niveau de la région Wallonne un grand projet avec AW Europe, Acapella qui est une boîte leader en synthèse vocale et en reconnaissance vocale, et on travaille sur la voiture connectée de demain avec des cibles de personnes fragilisées, notamment les personnes âgées, les personnes technophobes, d'essayer de comprendre comment on peut avoir une interaction efficace dans la voiture. Et on travaille là-dessus notamment avec Suzanne Kiefer, que tu citais, qui est quelqu'un qui travaille sur l'interaction homme-machine et qui est assez experte là-dedans. On travaille sur cette interaction entre la voiture de demain et l'humain dans la machine. Quelques conclusions et qui seront reprises, je crois, par l'orateur suivant. Donc il existe un continuum entre la voiture non connectée et la voiture autonome. La révolution de l'Internet, c'est le deep learning, une intelligence augmentée, connectée partout. Quelques enjeux industriels fondamentaux pour l'Europe. Le problème que vous avez cité, les datas, elles sont chez Google et Amazon. Et est-ce qu'on n'aura pas le même effet que Nokia? Nokia était leader mondial en téléphonie mobile et il a été tué par l'iPhone et Samsung maintenant. Il n'y a plus d'industrie de la téléphonie mobile en Europe. On a une excellente industrie automobile en Europe, mais les datas sont aux États-Unis. Est-ce que Google et Amazon ne vont pas nous fabriquer des voitures parce qu'eux ont les datas et qu'on les a moins qu'eux? Et donc ça, c'est des questions qui se posent. Alors, quand on est obsédé par la vie privée, par les données sur la vie privée, les industriels disent, voilà, il y a une tension, en tout cas, à ce niveau-là. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec l'exposé que vous avez fait. Donc, la mobility as a service, la voiture de demain, c'est plus une grosse voiture pour impressionner son voisin ou les copains. Ce qu'on espère demain, c'est que les voitures soient des éléments d'une approche globale de la mobilité as a service. Ça deviendra ringard d'avoir une voiture, en fait. Et il faudra que ça le devienne, et que les gens en mobilité aient un service global qui leur soit disponible. Et là encore, il y a un enjeu sociétal. Est-ce qu'on va aller vers des services très centralisés avec des grosses boîtes comme Amazon qui vont fournir la mobility as a service? On a des travaux pour le moment avec des étudiants et des petites PME pour travailler sur le blockchain et les smart contracts, pour pouvoir faire des contrats intelligents de gens qui se mettent en communauté pour partager des services de mobilité. C'est des choses qui viennent en résonance avec ce que M. Loridan avait dit. Voilà. C'est un peu un exposé avec tous des petits confettis partout, mais c'était pour vous éveiller aux excitations technologiques qu'on a autour de cette mobilité as a service. J'espère que le côté très brouillon de mon exposé sera compensé par le fait que ça va vous éveiller quelques intérêts sur des points que j'ai mentionnés. Merci beaucoup pour votre attention.